monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour cette dernière édition de la semaine. N'oubliez pas de nous aider avec les petits gestes habituels, petits pouces en l'air et bien sûr, les commentaires. Au programme ce soir, Ursula von der Leyen veut encore passer en force. Cette fois, c'est avec le règlement Chat Control. Objectif, pouvoir espionner l'intégralité des communications privées de tous les Européens. La députée européenne Virginie Joron répondra à nos questions dans cette édition. Nous reviendrons ensuite sur la pétition pour exiger un référendum sur l'immigration lancée par Philippe de Villiers. L'ancien ministre nous expliquera sa démarche et puis nous évoquerons enfin le feuilleton judiciaire autour de Jair Bolsonaro. L'ancien président du Brésil a été condamné à 27 ans de prison pour tentative de coup d'État. Bruxelles, capitale de Big Brother. Ursula von der Leyen aspire à mettre en place le dispositif de flicage des communications privées le plus intrusif au monde. Si certains États membres s'y opposent encore depuis 3 ans, le projet est de nouveau sur la table cet automne. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie. Un projet refait son apparition sur la table du Conseil européen aujourd'hui. Il a pour nom officiel « Règlement établissant des règles en vue de prévenir et de combattre les abus sexuels sur enfants ». Mais c'est sous l'appellation de Chat Control qu'on le connaît davantage. Ce projet, dans les cartons depuis 2022 avec des équivalents comme le règlement DSA, qui régule les réseaux sociaux, a jusqu'à présent été bloqué par plusieurs États membres. Mais la Commission européenne et l'actuelle présidence tournante danoise de l'Union européenne sont déterminés à passer en force. En théorie, ce projet de règlement a pour but de lutter contre la pédopornographie. Mais pour y parvenir, il s'agirait de scanner l'intégralité, sans aucune exception, de toutes les communications privées des citoyens européens afin d'y rechercher du contenu pédopornographique, du moins en théorie. Concrètement, pour cela, il faudrait que l'intégralité des messageries actuellement cryptées fournisse une porte d'accès aux autorités du chiffrage de ces messageries afin de permettre un tel contrôle. Outre la dimension démentielle de ce projet, il présente plusieurs failles significatives. D'une part, il ne serait pas impossible de modifier légèrement les contenus illicites visés par le règlement afin de contourner le contrôle et la machine. Ensuite, cela ouvrirait des possibilités gigantesques aux pirates informatiques pour permettre l'espionnage privé des conversations. Enfin, cela ouvre la voie royale, au format autoroute 4 voies, à une surveillance de masse des citoyens, dans des proportions jusqu'alors totalement inédites. Selon l'eurodéputée Virginie Joron, cette dérive consistant à réglementer sous prétexte d'une bonne cause et d'immédiatement détourner la réglementation à d'autres fins n'est pas une nouveauté dans la pratique de l'Union européenne. Nous sommes le 12 septembre. Les États membres se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour parler de ce fameux chat control 2.0 où en fait, effectivement, il y a cette discussion autour de savoir si il y a une mise en place de la surveillance de masse pour lutter contre la pédopornographie parce qu'effectivement, on le voit très bien, c'est un fléau. Donc le sujet sur le fond est bon. Effectivement, il faut lutter contre ce risque qui prend de l'ampleur. Mais il y a déjà des réglementations. Il y a déjà le DSA notamment qui met en œuvre cette lutte. Donc là, on va un peu plus loin. On va dans le chat. Donc c'est un risque aussi pour nos vies privées. Donc avec un autre député, nous avons envoyé une lettre de la part des parlementaires, nous sommes une 50aine, à attirer l'attention du Conseil parce que il y a ce risque atteinte à la vie privée. On voit bien qu'il y a une mauvaise lecture aujourd'hui du DSA. Au départ, c'est pour encadrer les GAFAM et surtout pour lutter contre la mise sur le marché intérieur de produits illicites. On voit aujourd'hui qu'il y a une nouvelle lecture. Ça met aussi en péril la liberté d'expression, même aujourd'hui la démocratie avec l'annulation des élections. Donc on est en alerte sur ce dossier, même si nous l'avons pas encore au Parlement européen. Plusieurs États bloquent, donc c'est une bonne nouvelle. Évidemment, la France de Macron ne le bloque pas, mais aujourd'hui, on voit bien que plusieurs États comme le Luxembourg, l'Allemagne, l'Autriche, la Slovaquie sont contre ce projet. Donc ça va dans le bon sens, mais nous sommes en alerte parce qu'effectivement, il va y avoir pression puisque nous avons entendu le discours de von der Leyen cette semaine qui indique à tous les parlementaires qu'ils veulent aller plus loin dans la lutte contre la désinformation et sous prétexte de lutter contre la désinformation, on met tout dedans. Donc sous prétexte effectivement de lutter contre ces sujets qui sont importants comme la protection des mineurs en ligne, eh bien, il y aura une atteinte à nos vies privées puisque c'est une surveillance de masse qui veut mettre en œuvre. Si l'Union européenne finit par adopter le règlement Chat Control, elle disposera alors de l'outil le plus intrusif au monde, dépassant même les dispositions actuellement en vigueur ou en projet dans des pays comme la Chine ou la Russie, pays que Bruxelles passe pourtant son temps à critiquer pour leur modèle de société.
Et le projet est tellement choquant que jusqu'à présent, depuis 3 ans, plusieurs gouvernements et une mobilisation significative de citoyens sont parvenus à empêcher sa mise en œuvre. Aujourd'hui, sur les 27 États membres de l'Union européenne, le site d'opposition à ce projet fightchatcontrol.com recense 15 États favorables, 8 hostiles et 4 neutres. Mais selon la méthode communautaire classique, on peut toujours redouter qu'à tout moment, une crise, un événement tragique, un conflit armé ou un scandale finissent par faire plier les gouvernements encore réticents. Verdict donc cet automne, ou plus tard, car si le projet est de nouveau rejeté, nul doute que la Commission, habitée par des pulsions autoritaires de plus en plus radicales, retentera sa chance à une date ultérieure. L'immigration, grande préoccupation des Français. Une pétition a été lancée par Philippe de Villiers pour exiger un référendum sur la question et la mobilisation en ligne rencontre un franc succès. Renaud de Bourleuf. Redonner la parole aux Français pour redresser le pays. Samedi dernier, l'ancien ministre Philippe de Villiers a lancé une pétition en ligne intitulée « Sauvons la France, exigeons un référendum sur l'immigration ». Alors que l'ouverture massive des frontières depuis Schengen est devenue un sujet crucial, Philippe de Villiers nous explique ce qui l'a convaincu de lancer cette initiative. Je ne veux pas que notre pays meure. Alors nous sommes devant un crime perpétré par une gente politicienne qui échappe au jugement de l'instant. Nous sommes en train de changer de peuplement. Nous sommes en train de changer d'art de vivre. Nous sommes en train de changer de civilisation. Quand on tue un homme, cela s'appelle un homicide. Quand on tue un peuple, cela s'appelle un populicide. Et donc j'ai décidé d'écrire un livre, mais aussi de faire une pétition citoyenne, comme on dit maintenant, pour que les Français soient nombreux à dire au président de la République « on veut un référendum ». Puisque vous ne voulez pas vous emparer du sujet, alors laissez-nous décider. Un référendum qui va porter sur le destin de la France. Aujourd'hui, la France n'a plus la maîtrise de son destin. Il faut savoir si le peuple français a le droit, demain, aura le droit, pourra recouvrer le droit qu'il a perdu, de dire qui peut entrer en France et qui doit en sortir. Aujourd'hui, il y a 500 000 entrées par an, une ville de Toulouse par an, et il y a 130 000 OQTF qui ne sont pas exécutées pour 90% d'entre elles. Donc cette situation est intolérable. Quand Bayrou a parlé du pronostic vital, moi je pensais au pronostic vital pour le peuple français qui va devenir un peuple historique minoritaire dans quelques décennies. Voilà pourquoi j'ai lancé cette pétition. Voilà pourquoi je demande à tous les Français, par-delà leurs attaches, leurs affinités, de se précipiter pour la signer et la faire signer à leur entourage. Les Français répondent déjà présents. La pétition rencontre un vif succès et avance ce vendredi vers les 700 000 signatures. D'une région à l'autre, les Français se mobilisent. Dans le texte de présentation, la pétition évoque, outre la mainmise de Bruxelles sur la politique française, le regroupement familial sans frein, les aides sociales sans condition et les régularisations massives. Philippe de Villiers revient sur le succès de sa pétition. Ce qui motive l'ensemble des Français, c'est la certitude que si on ne fait rien, non seulement on va changer de peuplement, mais on va changer de civilisation. Et donc, moi je suis français et je dis ceci, en tant que Français, j'affirme qu'en France, on serre la main des femmes, on ne les frappe pas, on ne les oblige pas à porter le voile, on ne porte pas des tenues du 7e siècle, des tenues du prophète. La polygamie en France est interdite. On n'égorge pas les animaux sans les étourdir. On a des clochers, pas des minarets. Et on a la liberté de changer de religion. Voilà, on est en France et aujourd'hui on n'est plus en France. L'immigration porte le terreau de l'islam, l'islam porte le terreau de l'islamisation, l'islamisation porte le terreau de l'islamisme et l'islamisme porte le terreau du terrorisme. On a peur, on se cache, ça suffit. Maintenant on va sur la place publique. Entre civilisation et sécurité, les enjeux sont nombreux. Et malgré leur inaction, même les dirigeants actuels l'ont compris, à commencer par l'ancien Premier ministre François Bayrou, réexpédié à Pau, qui parlait du sentiment de submersion migratoire. Mais les expulsions des ressortissants frappés d'OQTF sont toujours au point mort. Pire, la dernière loi immigration présentée par Gérald Darmanin comme la plus dure depuis 25 ans a eu pour effet de favoriser les régularisations de clandestins. L'objectif pour la pétition est d'atteindre le 1 million de signatures pour forcer Emmanuel Macron à se pencher sérieusement sur le sujet. Je pense que ça va déstabiliser la classe politique, et en particulier le président de la République, parce que je pense qu'au-delà d'1 million, ça devient un événement métapolitique, un événement qu'il faut traiter. Et à ce moment-là, les hommes politiques vont relayer.
ils vont toujours du côté du courant dominant. Le verdict du procès de l'ancien président brésilien Jair Bolsonaro est tombé, poursuivi pour tentative de coup d'État. La première condamnation est particulièrement lourde. L'ancien président devrait donc employer tous les recours possibles. Le point avec Renaud de Bourleuf. 27 ans de prison. Jeudi 11 septembre, l'ancien président brésilien a vu tomber sa condamnation. Une peine colossale pour le chef d'État vaincu en 2022, jugé pour 5 chefs d'inculpation, dont tentative de coup d'État, appartenance à une organisation criminelle armée et tentative d'abolition violente de l'état de droit démocratique. Concrètement, Jair Bolsonaro est accusé d'avoir pris part à une conspiration visant à empêcher son départ de la présidence et l'investiture de Luiz Inácio Lula da Silva. Jair Bolsonaro risquait jusqu'à 43 ans de prison. Nous déplorons que l'histoire républicaine brésilienne ait été à nouveau marquée par une tentative de coup d'État portant atteinte aux institutions et à la démocratie, cherchant à installer un état d'exception et une véritable dictature. Jair Bolsonaro a toujours crié à la persécution politique. Au début de l'année 2025, il s'exprimait ainsi. J'espère mettre fin à cette affaire. On dirait qu'ils ont quelque chose de personnel contre moi. Et les accusations sont très graves et infondées. Déjà inéligible jusqu'en 2030, Jair Bolsonaro était privé de passeport et sous bracelet électronique. Et depuis le 4 août, il était assigné à résidence. Il est également accusé d'avoir enfreint plusieurs mesures de restriction imposées à son encontre par la Cour suprême du pays, en particulier celle lui interdisant l'usage des réseaux sociaux. Jair Bolsonaro a suivi l'épilogue de son procès retransmis en direct depuis son domicile. Notons que le 26 août, le juge de la Cour suprême du Brésil, Alexandre de Moraes, a ordonné une surveillance policière à temps plein de l'ancien président, évoquant un risque de fuite. C'est aussi le procès de 7 co-accusés, présenté comme le noyau crucial d'une supposée tentative de coup d'État. Mais pendant ce temps, de nombreux Brésiliens manifestaient en faveur de l'ancien président Jair Bolsonaro. Nous sommes ici pour montrer solidairement notre soutien à la famille Bolsonaro face à toutes les injustices qu'il a subies dans un pays où nous n'aurions jamais pensé que des choses comme celles qui se produisent pourraient arriver. Mais l'ancien chef d'État a aussi un autre soutien à l'extérieur de son pays, en la personne de Donald Trump. Jair Bolsonaro a un lien de longue date avec les réseaux proches de Donald Trump, et l'affaire du Capitole, montée en épingle par les médias avec son lot de mensonges en tout genre, a de fortes similitudes avec l'affaire brésilienne. Par ailleurs, au début de l'année 2023, peu après son départ du palais présidentiel, Jair Bolsonaro s'est installé en Floride, tout en disant garder les yeux tournés vers le Brésil. Nous ne pouvons pas abandonner la politique. La politique fait partie de notre vie. J'ai 67 ans et l'intention de rester actif dans la politique brésilienne. C'est là qu'il s'était exprimé sur les manifestations ayant eu lieu devant les institutions après l'investiture de Lula. Après des dégradations de biens publics, environ 300 personnes ont été arrêtées par les forces de police. Lula parlait alors de putschistes. Je regrette ce que certaines personnes inconséquentes ont fait ce 8 janvier. Ce n'est pas notre droit. Dans le contexte du procès de Jair Bolsonaro, Donald Trump a annoncé le 9 juillet une augmentation de 50% des droits de douane sur les produits brésiliens. Quelques jours plus tard, le 17 juillet, dans une lettre avec l'entête de la Maison-Blanche, Donald Trump critique sévèrement le système judiciaire brésilien et suggère de nouvelles mesures contre le Brésil, y compris commerciales. Le 30 juillet, les mesures douanières sont entrées en vigueur, et le soir du verdict, Washington a réagi. Le secrétaire d'État Marco Rubio a affirmé que les États-Unis vont répondre à cette chasse aux sorcières. Pendant ce temps, les avocats de Jair Bolsonaro dénoncent une procédure bâclée et se préparent à déposer des recours, y compris au niveau international. Depuis 1985, c'est la 4e fois qu'un ancien président du Brésil est condamné, à commencer par l'actuel président Luiz Inácio Lula da Silva, mais cette fois l'ampleur est telle que le feuilleton pourrait bien prendre un tour international. Et partons à présent faire le tour de l'actualité en bref en France, aux côtés d'Édouard Chano. Un homme en fauteuil roulant assassiné mercredi soir à Lyon. Un Irakien paraplégique âgé de 45 ans a été poignardé mortellement alors qu'il publiait une vidéo en direct sur TikTok. Il publiait régulièrement des vidéos sur les réseaux sociaux où il parlait de sa foi chrétienne. Au mois de mars, il avait évoqué des menaces et même une agression de la part de musulmans. Selon des témoins, le meurtrier aurait pris la fuite à pied. À Paris, avenue de Breteuil, dans le 7e arrondissement, c'est un homme d'une 50aine d'années qui a été agressé. Un individu muni d'un hachoir, selon un témoin, se serait jeté sur lui. La victime a été transportée à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. L'agresseur a quant à lui pris la fuite. Une enquête a été ouverte et les images de vidéosurveillance sont en cours d'exploitation.
Un policier passé à tabac à Tourcoing, un agent de la BAC, la brigade anticriminalité, a été violemment frappé lors d'une interpellation. Il souffre de multiples fractures au visage. C'est une vidéo de l'agression diffusée sur les réseaux sociaux qui a porté l'affaire survenue dans la ville de Gérard Darmanin dans les médias. L'actuel ministre de la Justice a dénoncé une attaque de voyous et a réclamé des peines minimales contre les agresseurs des forces de l'ordre. Pour le moment, un seul suspect a été arrêté. Pas de chute des paiements en carte bancaire le 10 septembre. Selon la Banque de France, aucune évolution significative dans les paiements n'a été constatée lors du mouvement Bloquons tout, malgré les appels au boycott. De même, les retraits d'argent aux distributeurs n'ont pas connu de changement. Une nouvelle démonstration que la journée de mobilisation a surtout donné lieu à de la confusion. Selon les experts, une chute drastique de l'utilisation des cartes bancaires pendant 24 heures n'aurait par ailleurs pas de véritables répercussions sur le secteur. Et l'on poursuit avec l'actualité internationale. 3 rafales pour surveiller la Pologne. Jeudi, Emmanuel Macron a annoncé la mobilisation de 3 avions de chasse pour contribuer à la protection de l'espace aérien polonais et du flanc est de l'Europe, en coordination avec l'OTAN. Des annonces qui interviennent quelques heures après les accusations de Varsovie quant à l'incursion de drones russes dans son espace aérien. Pour l'heure, de nombreuses interrogations sont toujours en suspens. En effet, certains experts soulèvent que les débris d'objets volants interceptés par la Pologne seraient ceux de drones dotés d'une faible autonomie et dans une zone au-delà de leur capacité avec une charge très limitée, voire inexistante. Toujours est-il que cette affaire douteuse accompagne une nouvelle montée en tension entre l'OTAN et la Russie pour le plus grand plaisir des élans néoconservateurs incrustés en Europe. La BCE a les fils qui se touchent. Jeudi, l'institution monétaire a annoncé qu'elle maintenait les taux directeurs à 2% malgré un contexte d'inflation qui remonte doucement puisque les prévisions pour 2025 ont été revues à 2,1%. Bien au-delà des prévisions erronées qui ont justifié de nombreuses baisses de rendement telles que le livret A ou le LDD. Pour tenter d'éclaircir l'horizon, la BCE laisse présager une légère augmentation de la croissance, des perspectives qui auront toutefois grand mal à se réaliser au vu de l'instabilité politique qui frappe de nombreux pays de l'Union européenne, à commencer par la France. Jeudi, le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les frappes israéliennes à Doha, au Qatar, sans toutefois nommer l'État hébreu. Cette attaque a tué 6 personnes dans un complexe résidentiel abritant des représentants du Hamas. Le Conseil a exprimé son soutien à la souveraineté du Qatar et appelé à la désescalade, soulignant le rôle clé du pays dans les négociations pour libérer les otages israéliens détenus par le Hamas et pour obtenir une trêve à Gaza. Le Qatar, allié des États-Unis, a réaffirmé son engagement diplomatique malgré les tensions. Le Premier ministre qatari Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani a fustigé l'attitude d'Israël, accusant son homologue de faire perdre du temps aux médiateurs. Les États-Unis ont déploré ces frappes tout en défendant l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas. Assassinat de Charlie Kirk, le principal suspect arrêté. C'est le président des États-Unis Donald Trump qui l'a annoncé ce vendredi sur le média Fox News. Hier jeudi, le FBI annonçait avoir retrouvé l'arme, un fusil à verrou Mauser, utilisé pour assassiner sur le campus de l'université de l'Utah Charlie Kirk, un influenceur conservateur proche de Donald Trump. Des munitions portant des slogans transgenres et antifascistes ont été récupérées plus tard dans cette zone boisée, selon des sources policières citées par ABC News. La police dispose de vidéos du suspect, un homme grand et mince, et a reconstitué ses mouvements avant et après le tir. L'attaque, qualifiée de ciblée par le FBI, a suscité une vive émotion aux États-Unis. Donald Trump, dénonçant la gauche radicale, a promis à Kirk la médaille présidentielle de la liberté à titre posthume. Le vice-président J.D. Vance a porté son cercueil à son arrivée à Phoenix dans l'Arizona. Le fantôme de Jeffrey Epstein bouscule l'oligarchie travailliste britannique. Jeudi, le Premier ministre Keir Starmer a remercié l'ambassadeur aux États-Unis, Peter Mandelson, un limogeage en règle lié à la publication d'un message de l'intéressé adressé à Jeffrey Epstein, qu'il considérait comme son meilleur ami. Peter Mandelson, ancien commissaire européen et ancien ministre de Tony Blair, est une figure de l'élite travailliste britannique. Après les révélations sur ses relations, Keir Starmer a tenté de prendre sa défense mercredi devant la Chambre des communes, affirmant que c'était un homme de confiance. Question de point de vue.
Et voilà, nous arrivons déjà à la fin de cette édition. Retrouvez d'ores et déjà un nouveau numéro de cette année-là sur 50 ans de pensée unique. Dans Tête à Clash, c'est un débat sur la démission potentielle d'Emmanuel Macron. Demain, pour le samedi politique, je recevrai Nicolas Dupont-Aignan. Nous évoquerons la situation de blocage en France et les inquiétudes quant aux volontés bellicistes du président Macron. Et puis dimanche, dans Terre de Mission, Guillaume de Thieulois reçoit Monseigneur Ray, ancien évêque de Toulon, pour aborder les défis de l'Église de France. Et puis lundi, dès 7h, retrouvez le Zoom avec le juriste Philippe Pichot-Bravard. Il évoquera son ouvrage « L'homme transformé, but des révolutions totalitaires ». C'est à présent la fin de cette édition. Merci à tous pour votre fidélité. Bonne fin de semaine. À lundi. Bonsoir.